Concernant vos livres, essayez à transmettre un message informationnel sur la Constitution. Vous essayez de montrer que la démocratie a un déficit. Oui, je crois que ce livre, je l'ai écrit depuis 4 ans parce que je voulais savoir pourquoi pourquoi mon pays, d'abord le Gabon, n'arrive pas à se développer de manière durable. Mon pays, le Gabon, j'ai constaté qu'il se développait, il avançait à reculons. Donc, je voulais savoir, j'ai aujourd'hui 64 ans. Moi, je suis né justement pendant, il y avait encore l'Union française, donc l'Afrique équatoriale française. Et depuis là, surtout quand l'indépendance est arrivée, je me rends compte que des fois, une route qui est bitumée aujourd'hui, 20 ans après, la route a des trous, il faut tout recasser et tout rebitumer. Je me rends compte que quand, à la fin de la colonisation, c'est-à-dire en 60 l'indépendance, on avait des écoles, on avait des centres de formation. Aujourd'hui, ces centres de formation ont disparu. Donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi ça. Alors, quand j'ai avancé, j'ai constaté très vite que le Congo, qui est à côté du Gabon, avait les mêmes problèmes. Le Cameroun, les mêmes problèmes. Le Tchad, les mêmes problèmes. Et puis, je suis monté. Le Sénégal, les mêmes problèmes. La Côte d'Ivoire, les mêmes problèmes. Et quand j'ai regardé bien, je me dis, mais il y a peut-être quelque chose de commun à tous ces pays. Ah oui, il y a quelque chose de commun. C'est le colonisateur, c'est la France. Et là, j'ai commencé à me poser la question, mais en France, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe très bien? Et quand j'ai fouillé la chose, j'ai d'abord constaté que ce qui liait tous ces pays était la constitution de la 5e République, puisque nous prenons l'indépendance en 60. En 60, nous sommes la 5e République. Et cette constitution était la même dans ce modèle était le même dans tous les États francophones d'Afrique. Et c'est la même constitution en France. Et en réfléchissant bien, j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qui étaient en commun entre la France et les pays francophones. Par exemple, le président de la République peut nommer n'importe qui à n'importe quelle fonction, sans que quelqu'un puisse dire non, celui-là est compétent, n'est pas compétent. Par exemple, dans les pays francophones d'Afrique, vous voyez qu'il y a le président de la République qui s'appelle M. Okembele ou M. Mba. Et dans le gouvernement, il y a 2 ou 3 de ses enfants qui sont au gouvernement. Des fois, sa femme est au gouvernement. En France, je constate les mêmes choses. Quand Mitterrand est président de la République, le fils de Mitterrand est à l'Élysée, il occupe des fonctions. Quand tel est président, il y a des fois des gens avec qui il a des relations de famille qui sont aussi ministres. C'est la même chose en Afrique. Et puis j'ai dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, j'ai regardé la Constitution et je me suis rendu compte que tout vient de ce modèle constitutionnel qui permet à ce que le président puisse faire n'importe quoi sans compte pouvoir. Il a tous les pouvoirs, personne ne peut dire non. Et je constate, justement dans la Constitution française, que quand vous regardez la hiérarchie dans les institutions constitutionnelles, on commence d'abord par l'exécutif. Après, vous avez le Parlement. Après, vous descendez avec toutes les autres institutions. Alors, quand j'ai fait la comparaison avec les autres constitutions des autres pays, des grandes démocraties que vous connaissez, on constate que c'est toujours le Parlement qui est en haut. Et en bas, on retrouve maintenant l'exécutif, puisqu'il est là pour exécuter. Quoi de plus normal? Mais par contre, dans le modèle constitutionnel français, le système constitutionnel français, et cet acte a été posé par le général de Gaulle en 1958, il a inversé la norme. Il a pris l'exécutif, ce qu'on peut appeler dans un homme les pieds et les bras, il a mis en haut, il a pris la tête qui conçoit, qui réfléchit, le Parlement, il a mis en bas. C'est l'exécutif qui donne les ordres au Parlement. Même si on vous dira de manière, oui, la loi ne dit pas vraiment ça, le Parlement peut refuser, c'est difficile.
Parce que dans la constitution de la Ve République, pour ceux qui la connaissent bien, vous vous rendrez compte que le président est chef de tout. Et le chef du pouvoir politique, parce que souvent c'est le chef de la majorité qui est au pouvoir. Il y a le chef indirect, on peut dire, pour mettre un bémol, mais la réalité c'est qu'il est le chef du Parlement, surtout de l'Assemblée nationale, parce que c'est lui qui propose et qui pratiquement investit le bureau de l'Assemblée nationale. Et il a la majorité des députés, il peut prendre n'importe quelle loi. Donc c'est plus facile. Il est le chef du pouvoir économique, puisque c'est lui qui est, par son ministre des Finances, du budget, qui est le chef de la plus grande entreprise du pays. Il est même le chef à l'époque, il était même chef de la presse, puisque les deux grands organes de presse en France, c'était TF1 et Antenne 2. Moi je les ai connus, puisque j'ai fait des études en France. Hein? Donc je dirais même, chez nous on va même plus loin. Le président de la République est même le chef des religions, de la spiritualité. Souvent, vous le voyez, il est le chef, quand c'est musulman, il est le calife dans le pays. Il essaye aussi d'être le chef dans les rites traditionnels. Il est chef partout. Non seulement il est d'abord l'arbitre. Un arbitre, vous voyez un match de football, qui peut dire qu'un arbitre n'a pas de pouvoir? Puisque la Constitution française dit que le président de la République est arbitre, ainsi de suite. Donc, pour moi, je trouve que j'ai compris pourquoi on n'arrive pas à évoluer. La compétition qui se passe dans les autres pays, où pour avoir un poste, il faut se battre, on n'a pas besoin de se battre avec la Constitution française. Le président peut mettre n'importe quel poste. C'est lui qui choisit et personne ne peut dire non. Vous voyez même ce qui se passe aux États-Unis, avec le président Trump. Et pourtant, c'est un régime présidentiel qui est différent du régime français. Parce que je ne confonds pas le régime présidentiel américain, où les pouvoirs sont partagés, où c'est rigide, et le pouvoir présidentialiste, comme on l'appelle français, où tous les pouvoirs sont concentrés par le président de la République. Je ne confonds pas les deux régimes. En Allemagne, vous ne pouvez pas nommer n'importe quel haut fonctionnaire sans passer par le Parlement. Bon, la révision constitutionnelle, ça aussi il faut mettre un bémol en France, les choses évoluent vers la démocratie. La révision constitutionnelle de 2005 qui a été demandée par le président Sarkozy a permis maintenant que pour nommer un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, il y a quelques listes de fonctions, vous êtes obligé de passer par une commission mixte, non, une commission de l'Assemblée, une commission du Parlement français, du Sénat, qui vont dire si la personne est nommée. Ça, c'est quelques fonctions. Mais en général, le président nomme à toutes les fonctions. Et je vais aussi vous citer un article de la Constitution française qui fait... Vous connaissez le 49.3, non? Oui. Cet article-là. Vous imaginez, le président de la République veut faire passer une loi, le peuple n'est pas d'accord, l'Assemblée, la loi passe, il n'y a pas de débat. Ça, je ne crois pas qu'on se sent en démocratie quand c'est comme ça. Parce que la définition de la démocratie est simple. Comme on le dit, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Or, le peuple, par le peuple, pour le peuple, en démocratie, ça se passe au Parlement. Maintenant, quand vous mettez le président de la République, qui est élu au suffrage universel, là aussi, ça veut dire que le président, il n'est plus qu'un député, que la zone de député. Donc, il se croit supérieur. Et il agit en tant que tel. Donc, quand vous voyez que le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple, c'est que c'est l'Assemblée qui, dans les démocraties que vous connaissez à côté, dans les grandes démocraties, aussi les meilleures démocraties du monde, sont les pays du Nord, la Norvège, l'Islande, la Suède, ainsi de suite. Hein? Dans ces démocraties, c'est le Parlement qui qui élit le président de la République. C'est le Parlement. C'est le Parlement qui élit le chef, l'exécutif. Vous comprenez bien, il y a quand même une hiérarchie là. Donc l'exécutif ne peut pas faire n'importe quoi. D'autant plus que toutes les semaines, il faudrait que l'exécutif vienne rendre des comptes à l'Assemblée nationale. Là, on est en démocratie. Mais malheureusement, en France et dans les pays francophones d'Afrique, on n'est pas en démocratie. Il y a un déficit énorme qui empêche à ce que le développement se passe. Parce que si quelqu'un a tous ses pouvoirs, et en plus,
le chef de l'exécutif en pays francophone, en France ou dans les pays francophones d'Afrique, est chef partout. Il est chef partout. Il est chef à Paris, il est chef au Languedoc-Roussillon, même si ça a changé de nom. Il est dans le PACA, il est chef, mais c'est quand même quelqu'un en dehors de Dieu. On peut dire qu'un président de la République en francophonie est un demi-dieu. Et je vous raconte une histoire dans nos pays africains que j'ai entendue. Quelqu'un disait, mais vous savez, vous allez à l'église pour prier Dieu, mais quand vous voulez manger, bien vous voulez avoir un poste. Quand vous priez, Dieu est loin. Mais c'est moi le président qui peut vous faire de vous un ministre. Donc c'est moi votre Dieu. Le temps que vous attendez avec vos prières que Dieu arrive du ciel, mais il ne vient jamais. Mais moi je suis votre Dieu. Vous voyez ce genre de comportement-là est vraiment ancré dans la Constitution, ce modèle qu'il faut changer. Il est ancré là-dedans. Et le conflit des Gilets jaunes qui est aujourd'hui, j'ai envie de dire que moi, en 2017, je l'ai presque vu venir. Parce que je suis là en 2017 quand le président Macron est élu. Tout le monde, je vous dis, l'Afrique, c'était l'homme de choc. Ce jeune qui vraiment prend la droite, prend la gauche, mélange ça. Donc lui, il ne s'occupe pas des pleins partisans et tout. Et dans mon livre, à la page 98, je dis... j'avais dit à la personne que j'avais vu au Gabon, je ne cite pas le nom, bien je peux le citer, c'est un ancien président du Parti démocratique gabonais, un secrétaire général. Je lui avais dit, mais grand frère, je trouve que vous êtes content que Macron soit élu, mais j'ai peur qu'il soit plus monarque qu'Hollande. Et que j'ai peur qu'un an à 2 ans, sa cote de popularité soit en dessous de celle d'Hollande. Il m'a dit, mais comment? Je dis, mais oui, c'est ce que je vois. Et je vous dis, mais je vais même plus loin. J'ai peur que d'ici 2 ans, il ait même du mal à finir son mandat. C'est écrit à la page 98 de mon livre. Parce que quand on vous donne autant de pouvoir, quand vous rentrez dedans, et c'est Montesquieu qui l'a dit, c'est naturel quand on donne le pouvoir à quelqu'un, il veut toujours l'agrandir. Vous ne parlez plus à des citoyens comme vous parlez à des gens qui vous ont élus. Vous leur parlez comme si vous étiez au-dessus de tout. Vous voyez, c'est ça le déficit démocratique. Et beaucoup de gens seront étonnés quand je leur dis que la France est devenue la 27e démocratie du monde. Après tous les pays que je viens de citer, après l'Allemagne, après l'Angleterre, même après l'Espagne et le Portugal. Vous imaginez? Beaucoup de gens ne le savent pas. Je crois qu'il faut changer ce système. La France est le seul pays qui a ce modèle. Mais comment veux-tu lutter avec des autres pays si ton modèle ne permet pas la compétition? Nous rentrons dans la mondialisation maintenant. C'est la compétition entre les gens, entre les États, entre les continents. Or, ce modèle où c'est encore le fait du prince ne marche plus. Il y aura de plus en plus de problèmes. Et je sais le nom aussi d'un journaliste français que j'avais vu il y a 2 ans quand j'étais ici. Quand je lui avais dit, mais écoutez, je vais écrire un livre parce que je constate que la Constitution est mauvaise, a des problèmes de déficit démocratique. On me dit, non, monsieur Okenvele, mais la France, on est en démocratie, on change les présidents tous les mandats. Je dis, mais une hirondelle annonce le printemps. Ça peut être un critère de déficit démocratique, puisque, comme avait dit Mitterrand sur le chômage, il a dit, mais sur le chômage, nous avons tout essayé. Mais je crois que maintenant, aujourd'hui, la France a tout essayé. On a changé tous les hommes, tous les présidents, et le résultat est toujours le même. Je vous dis, on va changer Macron demain à la fin du mandat, mais ce sera le même problème. Donc, ce n'est pas les chauffeurs qui sont mauvais, ce sont les machines qu'on leur met à disposition qui ne sont plus adaptées au monde actuel. Je crois que le message que je passe est celui-là, à savoir qu'il faut revenir à la constitution de la 4e République, mais améliorer, les autres l'ont amélioré. En Allemagne, c'est le régime parlementaire, les premiers ministres ne sautent pas à toutes les petites questions comme il y avait au niveau de la 4e République. Ils ont mis un verrou de la motion de censure positive, c'est-à-dire avant de changer un président de la République, vous devez d'abord proposer au président ou bien à la reine la personne qui va le remplacer. Donc ça veut dire qu'il faut déjà que vous entendiez
Alors qu'avant, la quatrième, ce n'était pas ça. C'est ça qui créait beaucoup aussi d'instabilité. Ces questions ont déjà été réglées par les... Si c'est ça qui fait peur d'instabilité aux gens. En Allemagne, Merkel a fait 3 ou 4 mandats. 4 mandats. Donc, le fait de changer tous les mandats ne veut pas dire qu'on est en démocratie ou bien qu'on a la stabilité. Vous voyez, je crois qu'il y a beaucoup de signes qui montrent que cette constitution, la quatrième république, même De Gaulle lui-même avait eu des problèmes. Mais 68, c'était sous De Gaulle. C'est ce qui le fait partir. Parce que les jeunes avaient constaté que ce n'était pas la démocratie, ce qui était normal. Et De Gaulle, personne ne peut dire que De Gaulle a été pour moi, De Gaulle a été un grand parti sorti de la guerre, faire rentrer la France dans l'histoire, avec la bombe atomique qu'il a créée. Il a quand même reconstruit la France d'après-guerre. Et avec, je dirais, avec les colonies. C'est pour ça que je me permets de parler de ça. Je me permets de parler de la France parce que je fais partie, quand je suis né français. Et aujourd'hui, je subis cette constitution. Je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça. Il y a eu des débats dans les pays francophones d'Afrique où les gens disaient que cette constitution va nous amener à la dictature parce qu'on était habitués au débat, puisque certains de nos élus siégeaient au Palais Bourbon, siégeaient à l'Assemblée nationale. Certains même étaient ministres. Vous avez parlé de Houphouët-Boigny tout à l'heure. Donc la démocratie, on l'a connue à ce moment-là, avant la Ve République. Et là aussi, j'insiste qu'il faut ajouter un peu du fédéralisme. Pourquoi? Les jeunes posent quel problème aujourd'hui? C'est que les campagnes ont été abandonnées. Le fédéralisme permet de mieux partager les pouvoirs. Or, quand vous voyez la décentralisation dont on parle en France, on ne parle que du pouvoir économique. On ne parle que on va donner de l'argent, on va donner ceci. Non. Si vous donnez du pouvoir exécutif, mais vous ne donnez pas le pouvoir de réfléchir. C'est-à-dire que chaque département, surtout les grands départements qu'on a mis, et son Assemblée nationale, et son gouvernement, et son budget. On n'a pas besoin d'attendre Paris pour aller créer une école en Bretagne, à Morlaix. Donc, je crois que c'est le message que je passe. Ben, l'avenir, c'est quoi? J'ai dit aussi dans mon livre, en 4e de couverture, je prends le risque de dire que l'Union européenne, elle sera fédérale ou elle ne sera pas. Puisqu'aujourd'hui, elle fonctionne comme une nouvelle espèce. Vous voyez comme le Brexit. Les Anglais veulent partir, mais ils disent que non, on garde la douane, non, on garde tel problème. Mais ce n'est pas comme ça un continent, une association. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est Trump qui parle. Il n'y a pas 10 personnes qui viennent parler au nom des États-Unis. C'est une force. La Chine, c'est Xi Jinping qui parle. Donc, je crois qu'on a des efforts à faire. Donc, pour l'Union africaine aussi, je dis la même chose. Il faut qu'on fédère tous les États africains, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient lusophones, qu'ils soient francophones, qu'ils soient de régions allemandes, de régions judaïques, ainsi de suite. On met les États ensemble et on sera fort. Vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui demande le monde aux pays qui n'ont pas autant de richesses. Mais c'est nous, comme a dit le président ghanéen, c'est nous qui devons donner de l'argent aux gens. Attendez, le pétrole, c'est quand même la plus grande matière stratégique de ces dernières décennies. C'est nous qui avons le pétrole. Et c'est nous qui avons ce pétrole et c'est nous qui devons venir demander le monde. C'est quand même, il y a des choses qui sont contradictoires. Uniquement parce qu'on nous a parcellisés. On a coupé entre les provinces, entre les régions, entre les... Bon, aujourd'hui, c'est ce désordre-là. Et je dis quelque chose, c'est que nous avons intérêt, la France aujourd'hui a intérêt à ce que nous nous organisions. La France a intérêt, parce que c'est son intérêt. La France perd toutes les places aujourd'hui en Afrique. Imaginez-vous, moi je mange du fromage qui vient de Normandie. J'ai été dans des écoles françaises, je parle français. Je crois que c'est quand même des critères, je dirais, c'est quand même des atouts forts pour la France. Et chez nous, maintenant, c'est les Chinois qui viennent faire des routes. Donc, mettons un peu de démocratie en France. Mettons un peu de démocratie en Afrique, un peu plus de démocratie. Et je suis sûr que vous verrez que toutes ces tensions vont baisser.
Et la France pourra, puisqu'elle a quand même du monde en Afrique. Et en plus, la France dans les pays où il y a des richesses. Ces richesses-là, maintenant, vont ailleurs. Parce qu'on veut être lombrilliste, on veut que tout se passe ici, on veut... Mais non, arrêtons. La mondialisation est là pour nous dire que ce n'est plus le chemin de se concentrer les pouvoirs dans une main d'une seule personne. Et ça ne marchera plus. L'immigration est là pour le montrer. Les Africains qui ont des richesses chez eux viennent chercher du travail, viennent manger le pain des Français, comme on le dit. Est-ce qu'on a besoin de venir ici? Je ne sais pas si vous avez lu la petite lettre dont je parle dans mon livre, qui a été écrite par deux jeunes Guinéens qui ont dit, mais écoutez, si nous prenons le risque de venir mourir congelés dans les sous d'un avion, c'est parce que nous sommes sûrs que vous, l'Europe, vous, la France, vous pouvez nous aider à ce qu'il y ait plus de démocratie, plus de partage, moins d'injustice. Mais avec les Gilets jaunes, on se pose la question. Si déjà il y a beaucoup d'injustice en France, est-ce que c'est chez nous que les Français peuvent mener la justice? Bon, bref, ça c'est une petite boutade. Je crois que mon livre, vous l'avez compris, je veux qu'on arrête avec ce modèle constitutionnel ou ce système constitutionnel qui crée toutes ces injustices, qui crée tous ces mauvais partages, qui crée, je dirais, tous ces problèmes. Je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de problème plus tard, mais il y en aurait un peu moins. Puisque dans les autres pays, je ne peux pas, attendez, ça fait 24 semaines que les gilets jaunes sont dehors. Est-ce qu'il y a ce record? C'est un record là. C'est parce qu'il y a d'autres pays, en dehors des moments de guerre, c'est des gens qui tous les week-ends se mettent dehors à parler. Et apparemment, en plus, je n'ai pas l'impression qu'on les écoute. Puisque nous avons la chance ce soir, le président Macron va parler. Et nous allons l'écouter. Tous les Français attendent ce que Macron va dire. Et tous les Français pensent que leur vie va changer ce soir, dans le discours de Macron. Vous trouvez ça normal? Une seule personne, c'est pourquoi on a parlé tout à l'heure de demi-dieu. Même Dieu ne peut pas donner à manger à tout le monde. Comment voulez-vous qu'un président de la République donne à manger à tout le monde? Libérer les énergies, donner un peu plus de souveraineté à chacun, un peu plus de pouvoir. Ces pouvoirs qui ont été concentrés par le contrat social, par la Constitution, dans les mains du président de la République. C'est pourquoi tout le monde le regarde. Et tout le monde attend. Dans les systèmes anglophones, les gens n'attendent pas. Les gens sont un peu plus autonomes. Les gens se battent parce qu'on leur dit c'est la compétition, battez-vous. Donc, qu'on libère un peu des énergies, qu'on donne un peu de pouvoir au peuple, qu'on reparte en démocratie, parce que c'est le système qui donne le mieux le pouvoir. Donc, et vous voyez bien que nos dirigeants, comme je l'ai dit dans le sous-titre, ne peuvent plus. Il n'y a pas un seul pays francophone où on peut faire une élection aujourd'hui, une élection bien, surtout en Afrique, où le président peut avoir plus de 50% des voix. C'est quand même un problème. Même en France aujourd'hui. Quel est le président français qui est encore élu avec plus de 50% des voix? Si on ne passe pas au deuxième tour avec ce qu'il y a eu avec Le Pen et compagnie. Je crois qu'il y a un problème de déficit en francophonie. Il faut vraiment qu'on se penche dessus et que les gens comprennent que c'est vraiment la démocratie qui va nous sortir de là. Vous imaginez que dans les institutions qui ont été créées après la guerre, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'ONU, dans aucune institution, il y a un comité qui est chargé de faire la promotion de la démocratie. On a créé une commission pour la faim, on a créé l'UNESCO, on a créé pour... Mais sauf pour la démocratie, je crois qu'il est temps. Il est temps que dans chacune de ces institutions qui ont été créées après-guerre, pour la paix, puisque le déficit démocratique crée le désordre, crée des affrontements que nous vivons aujourd'hui en France et que nous vivons en Afrique. Et j'en parle parce que je suis sûr que le jour que la France va mettre la démocratie devant, nous, les pays africains, nous allons suivre. On a toujours fait. Dès que la France a montré le chemin, on a toujours fait. Mais je crois qu'on nous laisse un peu le temps de nous autonomiser, qu'on autonomise la population. Voilà un peu le message que je veux passer avec mon livre. Et je crois qu'il passera. Parce que les événements obligent et font réfléchir. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Mais vous vous basez un peu sur le fédéralisme, parce que vous parlez beaucoup de l'Allemagne, de la Suisse, même c'est le même système.
c'est très fédéral. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils s'en sortent mieux que la France. C'est ce que je Parce dis. que Ah oui, je n'ai pas. chaque État, chaque Land, en Allemagne, À son c'est les budget, Länder. à son ministère, je l'ai Voilà. pas dit tout à l'heure, à son assemblée. Voilà. Mais effectivement, je n'ai pas beaucoup insisté. Ben, Parce que là, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Moi. oui, oui, je l'ai dit. Beaucoup le système allemand avec les Länder où chacun régit son propre Land. J'ai fait dans mon livre, j'ai fait pour mon pays une simulation, c'est en annexe 2, où je regarde le budget qui a été donné à chacune des provinces, à chacune des villes, avec ce système centralisé francophone, présidentialiste, jacobin. Et je fais la comparaison. Si ce budget était géré à la manière allemande, où on donne 45% pour le budget fédéral, c'est-à-dire tout ce qui est union, et 55% aux régions en fonction de leur population. Je vous dis, il y a des... C'est-à-dire ce qu'ils ont aujourd'hui, si on appliquait cette méthode, le budget de chaque province sera multiplié par 10. C'est un très bon modèle de démocratie, l'Allemagne. C'est un des meilleurs aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment un bon modèle de démocratie. C'est des meilleurs. Parce que économiquement,